Est-ce que si tout le monde est présent et m'entend bien, je vous propose qu'on commence la conférence. On attend encore quelques auditeurs, mais qui devraient nous rejoindre. Hop, petit bug. Alors, pour vérifier, j'étais en train de dire, pour que tout se passe bien pour tout le monde, si chacune et chacun pouvait vérifier simplement que le micro est bien coupé et les caméras également. On rallumera tout ça dans la deuxième partie de la conférence pour les questions, si la connexion le permet, mais pour l'instant, pour éviter des échos malencontreux et puis de surcharger la bande passante, on va se passer de micro et de caméra pour les auditeurs. Donc, je suis Alice, je suis la présidente de l'association Zero Waste Lille. Et donc, c'est moi qui vais ce soir animer notre première visioconférence qu'on organise dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, avec l'objectif de répondre ensemble à cette vaste question qui est: peut-on se passer d'objets neufs dans notre quotidien? Et ce soir, pour répondre à cette question, nous sommes accompagnés de 2 structures locales du réemploi, des professionnels du réemploi, qui sont la Petite Madeleine et les Récoupettes. Alors, je vais les laisser se présenter rapidement et puis elles reviendront plus en détail sur leur expérience un petit peu plus tard pendant la conférence. Alors, est-ce que Catherine, pour la Petite Madeleine, tu peux te présenter en une phrase? Hop, j'ai mis la caméra. Bonjour tout le monde. Merci, donc, je suis Catherine Bette, la présidente de l'association La Petite Madeleine qu'on a créée en mai 2018 à la Madeleine. L'idée, c'est de préserver les ressources et donc pour ça, de favoriser l'économie du réemploi. On a eu une ressourcerie jusqu'il y a récemment, mais on anime aussi un repair café et on a géré le composteur collectif. Voilà, donc on sera ravis de participer ce soir avec vous à cette grande réflexion. Merci Catherine. Et bien, à tout à l'heure. Et je vais passer la parole à Laetitia pour les Récoupettes. Si Laetitia, tu peux te présenter aussi rapidement. Alors bonjour à tous, moi je suis Laetitia, donc je suis cofondatrice de l'association Les Récoupettes et le but de l'association c'est de collecter tout ce qui est en lien avec les arts du fil, donc textile, mercerie et machines, et de favoriser leur réemploi également à travers différentes activités de transmission, de sensibilisation et de montée en compétence des bénévoles. Donc, je disais, super, merci Laetitia. Et bah, écoute, à tout à l'heure. Tu vas nous présenter ça encore plus en détail. Donc, le programme de la conférence pour ce soir, c'est donc, on va d'abord faire quelques constats pour comprendre quel est l'intérêt aujourd'hui de limiter la place du neuf dans notre quotidien. On vous présentera le défi Rien Neuf qui est réalisé par Zero Waste France. Ensuite, on laissera donc la place au témoignage de la Petite Madeleine et des Récoupettes. Et ensuite, on prendra un large temps pour répondre à toutes vos questions. Alors, concernant les questions, je vous invite d'ailleurs, si vous avez des questions qui vous viennent pendant cette conférence et pendant notamment les premières parties, qui seront un petit peu moins interactives, à les poser dans le chat. Ça nous permettra d'y revenir et de les reprendre au cours de la partie des questions. Le chat est normalement assez facilement accessible, sinon il y a un raccourci clavier si vous êtes sur ordinateur, et Alt plus H. Voilà, ça vous permettra de les poser par écrit et nous, ça nous permettra de les relever à la fin et d'être sûr de répondre à tout le monde. Alors, tout d'abord, les constats. On pense souvent que produire des déchets, c'est juste mettre des choses à la poubelle. Et en fait, c'est assez réducteur d'avoir cette vision-là. Et ce n'est pas du tout, ça ne reflète pas la réalité. En fait, nos choix de consommation sont directement, eux, responsables d'un gaspillage extrêmement important des ressources. Et aujourd'hui, si on devait tous vivre comme vivent aujourd'hui les Françaises et les Français, il nous faudrait 2 planètes, donc quasiment 3 planètes. Alors, on parle assez régulièrement dans les médias du jour du dépassement. Vous savez, c'est ce jour, chaque année, la date à laquelle on a atteint les limites planétaires. Donc, en fait, chaque année, à cette date, on a consommé tout ce que la planète pouvait produire comme ressources pour l'ensemble des humains. En fait, le constat général, c'est qu'on consomme trop, on consomme trop vite. Et donc, il faut, si on veut continuer comme ça, on va dans le mur. Et donc, il faut changer ses habitudes.
Et ce gaspillage des ressources, c'est le lien entre notre mode de consommation et ce gaspillage. En fait, il vient du parcours de fabrication des objets de notre quotidien. Et par exemple, là, on reprend un exemple d'un smartphone. Alors, un smartphone, aujourd'hui, ça pèse une petite centaine de grammes, grand maximum. Et en fait, ce smartphone, il traîne derrière lui un bagage qui représente quasiment 200 kilos de matières premières qui ont été exploitées à chaque étape de fabrication. Donc, ce sont des minerais, c'est du pétrole, c'est de l'eau qui a été utilisée dans les processus de fabrication. Évidemment, on le sait aujourd'hui, les objets de notre quotidien, ils voyagent plus que nous. Ils sont produits dans des pays très lointains. Les matières qui les composent viennent des quatre coins du monde et sont assemblées, encore une fois, généralement assez loin de chez nous. Et donc, ça fait que nos objets, en fait, ils traînent un poids écologique très important. Il y a des chiffres qui sont aussi très parlants sur d'autres objets du quotidien. On sait par exemple que fabriquer un jean, ça utilise quasiment 10 000 litres d'eau. Voilà, pour un jean, c'est quand même beaucoup. Et on parle aussi beaucoup d'empreinte carbone. Un chiffre qui est assez parlant, c'est qu'une télévision qu'on est très nombreux à avoir dans notre salon, aujourd'hui, en fait, la produire juste son empreinte carbone, donc simplement les émissions de CO2 et équivalents en gaz à effet de serre qui sont émises lors de sa fabrication, ça équivaut à prendre l'avion et faire un aller-retour Paris-Nice. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a chez nous, des choses qu'on traîne en plus. Et le problème, c'est que ces objets, en fait, on en a trop et on les utilise assez mal. Il y a une étude qui avait été faite, on avait demandé à des volontaires d'estimer le nombre d'appareils électroniques qui étaient présents dans leur domicile. Ça, c'est un exercice que je vous invite à réaliser aussi chez vous. Je l'ai fait hier et ce n'était pas si évident que ça, même si on pense bien connaître ce qu'on a chez soi. Et donc, les volontaires, en moyenne, avaient estimé avoir 34 appareils électroniques à domicile. Bon, voilà, c'est un chiffre qui me paraît, moi, déjà assez conséquent. Sauf qu'en fait, la réalité était que les participants avaient plutôt en moyenne 99 appareils électroniques. Donc, on voit quand même qu'on passe du simple au triple, quasiment. Simplement parce qu'en fait, on oublie qu'on a ces appareils, on n'y prête pas attention, ils dorment dans les tiroirs. Et parmi ces 99 appareils, il y en avait au moins 6 chez chaque participant qui n'étaient pas du tout utilisés, donc qui dormaient vraiment et qui étaient perdus, en fait. Et une image qui est assez parlante, c'est de se dire qu'en fait, chez nous, on a l'équivalent d'un hippopotame adulte. Alors, c'est très mignon, un hippopotame, pas du tout, et en plus, c'est une espèce en danger qu'il faut préserver. Simplement, le poids d'un hippopotame adulte, c'est 2,5 tonnes. Et en fait, 2,5 tonnes, c'est le poids total des objets qui encombrent nos maisons. Dit comme ça, c'est tout de suite plus parlant. On imagine tous avoir un hippopotame dans son salon et en fait, on se rend compte qu'on a tendance dans notre quotidien aujourd'hui à accumuler énormément les objets. Au-delà de ce poids écologique et de ce poids simplement matériel, de ce qu'on accumule chez nous, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, les impacts sociaux de nos choix de consommation. Alors, c'est très parlant pour les vêtements et ça, on y reviendra, je pense, en détail avec la petite Madeleine et les récoupettes. Mais on en a de plus en plus conscience, qu'on soit engagé dans la démarche zéro déchet, zéro gaspillage ou non. Mais les vêtements qu'on achète neufs dans nos pays ne rapportent quasiment rien aux salariés qui les ont produits. Et en plus de ça, donc, ils n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Et en plus, les conditions de travail sont très généralement dramatiques, avec des impacts sur la santé de ces ouvriers, sur leur famille, qui sont au-delà du soutenable. En fait, donc là, on a quelques exemples. Vous voyez sur les photos le même vêtement porté par l'ouvrier alors, en l'occurrence, c'est des blogueurs mode norvégiens. C'est extrait d'un film, c'est photographies. Et donc, vous voyez, on voit la différence entre le prix qui a été payé à l'ouvrier pour la réalisation de cette pièce de vêtement et le prix qui a été payé en Norvège pour l'acheter dans un magasin de fast fashion.
Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on essaye quand on est engagé dans une démarche zéro déchet, zéro gaspillage, telle que la promeut l'association Zero Waste Lille et les structures du réemploi du territoire. C'est des choses qu'on s'efforce d'avoir en tête et qu'on essaye d'avoir pour guider nos choix de consommation. Alors, on n'est pas tous parfaits, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, et de s'imaginer que chaque objet chez nous traîne ce poids à la fois environnemental, social et matériel. Et donc, voilà, maintenant qu'on a posé ces constats, on ne voulait pas surtout vous poser des constats qui font peur et vous laisser sans solution. Et donc, l'association Zero Waste France, qui a un réseau national dont fait partie le groupe de Zero Waste Lille, donc notre association, a créé un défi pour accompagner les citoyens dans ce changement de mode de consommation et justement trouver des solutions, parce que les solutions, elles existent, elles sont nombreuses, et on n'est pas du tout obligé de poursuivre dans ces modes de consommation effrénés et délétères pour les hommes, la planète et l'environnement. Ce défi, donc, il est intitulé le défi Rien de neuf. Il existe depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et donc, l'objectif, c'est pour l'année 2020, donc pendant 1 an, de ne pas acheter d'objets neufs. Aucun. Alors, 1 an, cette durée, elle est importante. En fait, c'est parce que sur 1 mois, c'est assez facile finalement, quand on est déjà engagé dans une démarche personnelle de réduction de notre impact écologique et dans la démarche zéro déchet, zéro gaspillage plus précisément. Sur une durée plus courte qu'1 an, c'est quand même assez facile de ne pas acheter d'objets neufs. Par contre, sur une durée d'1 an, on commence quand même à se retrouver dans des petits points de blocage. C'est ce que montrent les retours d'expérience. Et se retrouver avec un appareil qu'on utilise qui tombe en panne, se retrouver avec un nouveau besoin qui apparaît au sein du foyer, par exemple. Et du coup, sur 1 an, c'est une durée qui est suffisamment longue pour qu'on soit confronté un peu à ces blocages et qu'on soit obligé de déployer des solutions et d'être créatif. Alors, pas acheter d'objets neufs, ça n'inclut pas en revanche tout ce qui est alimentaire et tout ce qui concerne l'hygiène. Alors, on peut aussi remettre ces choix de consommation en question dans ces domaines-là. Sur l'alimentaire, notamment, il y a des tendances friganes de récupération, de réduction du gaspillage alimentaire. Ça, ce n'est pas l'objet du défi, mais c'est des choses qui sont tout à fait possibles de faire par ailleurs dans son engagement dans une démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Donc, vraiment, l'objectif du défi, il est très simple. En 2020 et donc en 2021 maintenant, c'est d'acheter le moins d'objets neufs possible. Pendant 1 an, on n'achète pas d'objets neufs, hors alimentaire et hygiène. L'objectif est simple. Pour y répondre, on est guidé par Zero Waste France et l'ensemble des volontaires qui sont impliqués dans la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Et la première étape, et qui nous paraît indispensable, c'est en fait de réfléchir à nos besoins. En fait, je vous l'ai dit, on a des objets chez nous qu'on accumule. On pense à son hippopotame chez nous. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cet hippopotame adulte? Et donc, bien souvent, non. La réponse peut être non. Mais pour parvenir à cette réponse, il y a plusieurs étapes. Alors, on résume ça, souvent on appelle ça la méthode bisou. Vous avez peut-être déjà entendu ou vu passer ces images sur les réseaux. Donc, la méthode bisou, c'est en fait un acronyme. Donc, ça correspond à B comme besoin. Quand on envisage d'acheter quelque chose, il faut se poser la question, à quel besoin correspond cet achat? Est-ce que c'est un besoin de confort? Est-ce que c'est un besoin vital? C'est quelque chose dont on a besoin pour survivre. Est-ce que c'est un vrai besoin ou est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce que ce besoin, il est immédiat? Ça, c'est la deuxième question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin vraiment incessamment sous peu, ou c'est un achat qu'on pourrait différer? On peut attendre, c'est pas forcément obligé de l'acheter aujourd'hui, ça peut attendre la semaine prochaine, ça peut attendre peut-être le mois prochain, peut-être que ça peut attendre encore plus longtemps. En tout cas, c'est bien de se poser la question parce qu'on l'a vu, aujourd'hui, nos modes de consommation, ils sont quand même dans quelque chose de très effréné. On est sollicité de toutes parts par la publicité. Et en fait, il faut se reprendre un petit peu de recul avec toutes ces sollicitations et réfléchir, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'acheter maintenant?
Et c'est fort probable que la réponse soit non, je peux attendre un peu. La question suivante qu'il faut se poser, c'est vraiment, est-ce que j'ai pas déjà quelque chose de semblable chez moi? Peut-être que j'ai déjà un objet qui ne remplit pas toutes les fonctions que je veux. Peut-être que je n'ai pas forcément besoin d'un super robot de cuisine qui fait 36 000 choses, mais j'ai déjà un robot de cuisine qui fonctionne bien et qui a 2-3 fonctions et qui correspond. Voilà, il faut se poser cette question-là parce qu'en fait, comme on l'a vu, on a déjà beaucoup de choses chez nous. Et juste réfléchir et se rappeler que, ah oui, tiens, c'est vrai, dans ce placard-là que je n'ouvre jamais, j'ai déjà quelque chose qui peut remplir cette fonction. Ensuite, la question, c'est l'origine du produit. On a parlé de l'impact écologique et de l'impact social. C'est réfléchir, si j'achète cette chose, est-ce que son origine, elle est en accord avec mes valeurs? Est-ce que c'est OK pour moi d'acheter quelque chose de neuf parce que j'en ai besoin, que j'en ai besoin maintenant et que je n'ai pas déjà quelque chose de semblable? Mais est-ce que c'est OK pour moi que, du coup, pour répondre à ce besoin, j'achète quelque chose qui est produit à l'autre bout de la planète, dans des conditions pas forcément géniales? Ou est-ce que je préfère acheter un équivalent, un objet qui va répondre aux mêmes besoins, mais qui aura été produit un peu plus localement, ou en tout cas dans des conditions qui sont plus proches de mes valeurs, peut-être peut-être plus éthiques. Voilà, donc c'est la question de l'origine, elle est souvent importante à se poser. En général, quand on s'engage dans une démarche zéro déchet, zéro gaspillage, on est assez sensible à ce genre de choses, mais c'est toujours bien de se reposer la question au moment d'un achat. Pour être bien sûr de ne pas regretter ensuite cet achat et d'avoir un objet chez nous qui ne nous correspond pas. Et enfin, la dernière question, qui est vraiment la question clé, est-ce que cet objet va être utile? Ou est-ce que c'est un énième gadget qui va me servir 3 mois et puis ensuite, c'est fini? Voilà, donc normalement, si vous répondez à ces 5 questions, à la fin, vous avez quand même une assez bonne idée de si, oui ou non, il vous faut cet objet. Mais la question, c'est où trouver cet objet? Et donc là, c'est là qu'on rentre dans les alternatives au neuf, qui sont très nombreuses. Alors, on pense beaucoup à l'occasion, et c'est ce qui a été signalé d'ailleurs, j'ai vu en passant dans le chat, c'est qu'effectivement, c'est souvent le premier réflexe quand on veut limiter la place des objets neufs dans son quotidien, c'est de se tourner vers l'achat d'occasion. Surtout qu'aujourd'hui, il est quand même de mieux organisé, de plus en plus mis en valeur. Il y a par exemple des plateformes d'achat en ligne qui sont strictement semblables aux plateformes où on achète habituellement des objets neufs. Donc, on n'est pas perdu, on retrouve ses habitudes. Il y a même des solutions pour acheter d'occasion des objets qui sont assez techniques, hein, par exemple tout ce qui est électronique, tout ce qui est électroménager. Il y a des magasins dédiés qui n'ont plus rien à envier aux magasins de neuf. Il y a évidemment tout le réseau des ressourceries, tout le réseau des friperies, etc., où ça, c'est des alternatives qui fleurissent un peu partout. Et il y en a de plus en plus avec un choix de plus en plus large. Mais ça, l'achat d'occasion, c'est une alternative. Et en fait, il y en a plein d'autres. Il faut penser récup aussi. Peut-être que vous faites partie de groupes de dons et de récup dans votre quartier ou un peu plus largement à l'échelle de la métropole européenne de Lille pour les locaux qui nous écoutent ou dans d'autres territoires selon d'où vous venez. Ça, c'est aussi des choses qui sont bouillonnantes, qui proposent des tas d'alternatives. On voit passer toutes sortes d'objets. Finalement, on a l'impression que tout est trouvable en don ou en récup parce qu'il y a toujours quelqu'un qui voudra se débarrasser de quelque chose et toujours des gens qui seront à la recherche de cette chose, parfois même des choses un peu farfelues. Mais voilà, il y a toujours des gens qui sont intéressés. Et puis, il y a des possibilités d'échange aussi. Alors, c'est une autre forme de récup, mais ça peut être aussi faire du troc, par exemple, échanger un objet. Alors, ça peut aller de faire ça au sein de sa famille, avec ses voisins. Voilà, il y a plein de possibilités d'échange et finalement, quand vous en parlez autour de vous, vous trouvez des gens qui seraient intéressés pour faire ça. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est le premier niveau, en fait, de ce défi rien de neuf. On peut aussi, ça c'est une autre manière de faire, on peut aussi partager ces objets. Alors, la manière la plus simple de partager un objet et qui existe depuis la nuit des temps, c'est la location. Ça existe depuis toujours, même si on ne le faisait pas pour préserver des ressources, mais c'est vrai qu'il faut
il faut aussi penser un peu utile. Parfois, on n'a pas forcément besoin de l'objet en lui-même. En fait, ce qu'on a besoin, c'est son usage. Si j'ai un meuble à réparer et que j'ai 4 vis à mettre, instinctivement, même sans être à la recherche de solutions pour limiter l'achat des objets neufs, on se dit que pour 4 vis, c'est pas très rentable d'acheter une visseuse, en fait. Donc, on peut la louer. Il y a beaucoup, particulièrement pour le bricolage, il y a beaucoup de magasins qui le proposent. Et puis, c'est ce qu'on faisait aussi très spontanément, c'était de l'emprunter. C'est le genre de choses qui s'empruntent très bien dans la famille, entre voisins, etc. Donc ça se faisait déjà spontanément pour plein d'objets. Il y a aussi des initiatives qui permettent d'élargir encore le choix des objets. Pour les personnes de la métropole européenne de Lille qui nous écoutent, vous connaissez sûrement Tipeee.me, qui est une plateforme de prêt d'objets entre particuliers de manière organisée. Et là, c'est pareil, on trouve un peu de tout en fait. Et puis surtout, c'est une initiative qui grandit avec le nombre de personnes qui y adhèrent et qui proposent de plus en plus d'objets. Et c'est aussi l'occasion, soi-même, même si on n'est pas forcément à la recherche d'un objet à ce moment-là, mais de réfléchir à ce qu'on a chez nous dans notre fameux hippopotame. Est-ce que j'en ai besoin toute l'année ou est-ce que je peux le mettre à disposition d'autres personnes au moins une partie de l'année? Et bien souvent, c'est faisable. J'aime bien l'exemple de l'appareil à raclette. En plus, ça commence à être un petit peu de saison. Typiquement, l'appareil à raclette, franchement, on s'en sert, on est très peu nombreux à s'en servir toute l'année. Et donc, on peut aussi le prêter de temps en temps à d'autres personnes qui n'en ont pas et mutualiser en fait l'usage de cet objet. Et alors, la dernière alternative, c'est aussi de réparer. Et là, on a des spécialistes qui vont nous en parler un petit peu après. Mais on a aussi des fois, on a besoin parfois d'un objet pour remplacer un objet qui nous a lâché. Un appareil électronique qui tombe en panne, un vêtement qui s'est décousu. Qu'est-ce que ça peut être? Voilà, il y a plein de choses. Et en fait, peut-être que si on n'est pas engagé dans cette démarche, on l'aurait simplement remplacé. Et en fait, il y a... Voilà, peut-être que vous ne savez pas faire. C'est possible, moi je sais. Je ne sais pas forcément tout réparer, loin de là. Mais il y a des pros qui existent. Alors, soit des professionnels entreprises salariées sur un modèle plus classique. Hein. On peut penser aux réparateurs d'électroménagers. Par exemple, c'est un métier qui existe depuis longtemps et qui vient soit chez vous, soit en atelier réparer votre électroménager. Mais on a aussi plein d'alternatives associatives, bénévoles, notamment tout le réseau des Repair Café, et Catherine de la Petite Madeleine pourra nous en parler tout à l'heure. Mais en général, c'est des personnes qui ont de l'or dans les mains, en fait, et qui vous apprennent surtout à réparer vous-même. Donc, vous ressortez avec un objet qui fonctionne de nouveau, et en plus, vous avez appris quelque chose. Donc ça, c'est formidable. Et puis, c'est aussi, même si on ne sait pas faire, et ça, je pense peut-être plus qu'à la couture qu'à l'électronique, mais c'est aussi faire appel à sa créativité. Et peut-être que ce vêtement qui nous a lâché, si c'est un jean qui est trouvé au genou, bah, peut-être qu'on peut le transformer. Et si on est un peu créatif, en faire un short ou récupérer le tissu pour en fabriquer un petit sac, par exemple. Voilà, donc là, il faut s'amuser, en fait. Il faut faire appel vraiment faire appel à sa créativité. Et quand on fait tout ça, logiquement, on est très fier de soi. En fait, c'est comme si c'était un défi au long cours qui se fait sur 1 an. Vous avez le temps d'expérimenter plein d'alternatives, de découvrir plein de nouvelles manières de faire dont vous n'aviez pas forcément l'habitude avant de vous lancer dans le défi. Donc, il faut tenter, il faut essayer. C'est une autre manière de se faire plaisir. C'est vrai que l'achat neuf, il a ce côté récompense. Ça se fait dans la chimie du cerveau, mais je ne suis pas assez spécialiste pour vous en parler, mais ça active des circuits de la récompense et donc on n'a pas cette satisfaction de l'achat immédiat. Par contre, on se fait plaisir autrement, on rencontre des personnes, on tente, on retrouve sa créativité de quand on était tout petit. Donc en général, à la fin, on est fier de soi. Et puis les effets qui sont toujours sympathiques, c'est qu'en général, ça fait faire des économies.
parce que l'achat d'occasion est moins onéreux que le neuf, parce que si on répare, on évite d'acheter un objet neuf. Voilà, en général, on fait des économies. C'est ce qui a été observé par Zero Waste France sur l'ensemble des participants au défi. On soutient l'économie locale, et ça, dans le contexte actuel encore plus, mais déjà en temps normal, c'est de toute façon important. On soutient l'économie, nos emplois, et l'argent ne sort pas du territoire. Et ça, c'est important. Et puis, on participe à une expérience collective. Parce que le défi Rien de Neuf, c'était l'année dernière près de 40 000 participants. Donc, vous n'êtes pas tout seul si vous vous lancez. C'est 40 000 personnes en France et sûrement un petit peu partout dans le monde qui ont rejoint le défi et donc qui s'entraident. Donc, le défi Rien de Neuf, vous avez l'adresse du site internet qui s'affiche. Et donc, vous pouvez vous inscrire, créer votre espace. Il y a plein de ressources dessus qui vont vous accompagner, qui vont vous donner des clés, des solutions. Il y a un annuaire aussi des structures qui peuvent vous aider sur le réemploi, sur la réparation. Il y a un groupe Facebook qui est associé aussi, donc vous pourrez échanger directement avec les 40 000 autres participants. Et ça, pour en faire partie, c'est un groupe Facebook qui est vraiment foisonnant. Il y a des gens qui ont, encore une fois, de l'or dans les mains, des idées plein la tête, et il n'y a rien qui leur résiste, en fait. Vous pouvez être complètement démuni face à un achat où vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution, que vous allez être obligé d'acheter neuf. Et en fait, il y a forcément quelqu'un qui a une solution pour faire autrement. Et c'est hyper enrichissant d'échanger justement avec ces personnes un peu partout en France et dans le monde et de voir les solutions qu'ils sont capables de mettre en place. Et c'est vraiment pas un défi où vous êtes seul face à votre remise en question de vos propres choix de consommation, mais c'est vraiment un défi collectif en fait. Et donc, on vous encourage vivement à participer et à rejoindre le défi. Alors, je vais juste reprendre parce que j'ai vu une petite question passer dans le chat sur l'association sur l'île pour les emprunts. C'est Tipimi, T-I-P-I-M-I, qui est située à l'île Fives. Voilà, et donc qui fonctionne comme c'est une plateforme, c'est bien d'autres choses, mais c'est entre autres une plateforme de partage et de mutualisation d'objets entre particuliers et structures. Et donc, on va maintenant pouvoir passer la parole à nos pros de ce soir, les pros du réemploi, qui sont la petite Madeleine et les récoupettes. Alors, on va commencer avec la petite Madeleine. Donc, Catherine, prépare-toi. Catherine s'est présentée tout à l'heure. La petite Madeleine, c'est une association madeleinoise qui a des bénévoles qui aussi ont de l'or dans les mains, des idées plein la tête. Et il y a des projets dans tous les sens et des idées. J'ai l'impression, moi, qu'il n'y a pas grand-chose qui vous résiste et qu'on vous donne n'importe quoi et vous savez le transformer en faire quelque chose de super. C'est gentil, Alice. Écoute, je transmettrai. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance à ce niveau-là. On a 35 adhérents aujourd'hui, la petite Madeleine. Là, on voit effectivement, je vois les photos que tu as piochées. C'était les Repair Days organisés par Carglass sur le marché de la Madeleine, où là, c'était uniquement couture. Et effectivement, il y a le résultat de la journée. Il y a eu plus de 35 vêtements qui ont été réparés sur la journée. Et il y a même des personnes qui étaient passées sur le marché pour faire réparer leur machine à coudre. Sachant que Tipimi était là ce jour-là également à nos côtés. C'était un chouette événement autour de la réparation et du réemploi. Dans les photos, on voit Gisèle en train de découper une bâche de Sérimania. Avec les bâches, on a fait des barrières d'intimité pour un EHPAD de Lille. Et après, ce sont des photos du Repair Café de la Madeleine, où il y a un aspirateur et un grille-pain, sachant que le grille-pain, c'est une tannée à réparer. Voilà. On en vient rarement à bout des réparations sur les grille-pains. Je ne sais pas comment tu as prévu, Alice. Est-ce que je parle tout de suite des objets incongrus, incongrus ou compliqués à réparer? Tu peux en citer un ou deux, mais moi je voudrais surtout là tu nous en dises encore plus sur la petite Madeleine et puis on pourra revenir sur les objets un peu compliqués ou pas juste après pendant les questions.
Ça marche. La petite Madeleine, on a créé l'association il y a 2 ans et demi. L'idée, c'est vraiment de développer l'économie circulaire en faisant la promotion d'une vie sans déchets. Donc, bon, sans déchets, on sait que c'est une utopie, mais en tout cas, en favorisant le réemploi, la réparation, on espère bien préserver les ressources. Donc, au cœur de cette action, il y avait une ressourcerie jusqu'il y a quelques semaines maintenant. On a rendu les clés le 30 octobre. La mairie de la Madeleine nous avait prêté un bâtiment dans lequel on a pu avoir une ressourcerie donc, pendant 7 mois parce qu'avec le Covid, on n'a pas pu faire plus. Voilà, donc en 7 mois, pour indice, en 7 mois, à 3 personnes à plein temps, plus les bénévoles de temps en temps, on a remis dans le circuit 2,4 tonnes d'objets. Donc pour un quart, c'était du textile. Un autre quart, c'était la quincaillerie. Donc nous, quincaillerie, c'est la vaisselle, la déco. On n'avait pas de gros électroménagers, mais du petit électroménager. Pas de gros meubles non plus, parce que la place manquait. Je vois qu'il y a une porteuse de projet sur une ressourcerie, recyclerie. On pourra échanger après si elle le souhaite. Donc, l'idée de la petite Madeleine, c'est vraiment la préservation des ressources. Et quand on parle des ressources, ce n'est pas seulement les ressources terrestres, c'est aussi les ressources humaines, parce qu'on est persuadé que préserver la planète, c'est plus facile quand on se serre les coudes. Même si en ce moment, on a du mal à se serrer vraiment les coudes avec les distances sanitaires. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment la solidarité. C'est-à-dire que quand quelqu'un se débarrasse de quelque chose, forcément, comme disait Alice très justement, on est souvent étonné de voir que ça peut intéresser quelqu'un, même un objet auquel on donnait pas forcément beaucoup de chance. Et finalement, il y a quelqu'un que ça peut intéresser. Donc le constat est là. On a toujours envie d'agir, même si on n'a plus le magasin, autour des activités de sensibilisation, de réparation, de transformation. On a pu développer un réseau avec beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs dans la métropole. Et même au-delà, parce que c'est vrai que moi, ça fait longtemps que je suis différentes ressourceries, différents projets au niveau de l'économie circulaire. Parce que c'est passionnant de voir que quelque chose qui pour une personne ou pour une structure est un déchet, pour une autre, ça va être une ressource. Et sans pour autant, j'aime pas beaucoup le terme de les déchets sont des ressources, mais en tout cas, ça vaut la peine de réfléchir et d'être créatif effectivement pour en faire quelque chose. Mais je pense que la première question à se poser, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Moi, j'aime beaucoup la méthode bisou. C'est vrai que dans le magasin, on voyait souvent des personnes qui passaient, qui clairement n'avaient pas besoin de quelque chose. On essayait de les faire réfléchir sur leur acte d'achat. Mais certains avaient déjà identifié le fait que acheter, ça fait plaisir. Alors, c'était une grande discussion qui quelquefois s'ouvrait autour du oui, ça fait plaisir, mais il y a d'autres façons de se faire plaisir. Et typiquement, la créativité, le fait de réparer des objets qu'on a déjà chez soi, de transformer un vêtement, de donner une deuxième vie à un objet. Là, ça fait plaisir et d'une façon beaucoup plus durable et en tout cas d'une façon qui préserve la planète, qui préserve le porte-monnaie en plus. Et donc, je dirais que ça coche toutes les cases dans ce cas-là. Voilà, je ne sais pas. Donc, en quelques mots, parce que je vois que le temps file. Oui, en 2019-2020, donc effectivement, il y a eu la ressourcerie. On a mis en place des activités de sensibilisation dans des écoles, dans des entreprises. Pendant le premier confinement, on a mis vraiment sur pied très très vite une opération qu'on appelait un ordi pour tous et qui vient de redémarrer, où on récupère des ordinateurs portables. Les bénévoles de Repair Café leur redonnent une deuxième vie, très souvent en les passant sous Linux. Et ensuite, on les confie à des familles dans le besoin, des familles qui nous ont été envoyées par les services sociaux ou par les collèges ou par les écoles. Parce que c'est vrai que pendant le premier confinement, les collégiens qui étaient confinés sans ordinateur, c'était très très compliqué pour eux. Et en 2 mois de temps, on a récupéré 60 ordi, on en a installé plus d'une trentaine dans des familles de la métropole.
Et là, on recommence l'opération et en plus avec des entreprises qui spontanément s'adressent à nous pour nous donner des ordis. Et donc, ça fait partie de l'axe de développement de la Petite Madeleine parce que c'est la préservation des ressources et en plus, c'est de la solidarité. Donc, c'est notre ADN, je dirais. Donc voilà. Voilà, bah, c'est tout. Enfin, moi, on n'avait pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas prendre du temps de Laetitia des Récoupettes. Donc, le composteur collectif, ben voilà, on a passé la main. Donc, ça a été aussi un beau partenariat avec la MEL dans le cadre de l'installation des 40 sites de composteurs collectifs au travers de la métropole. On a géré pendant 6 mois le composteur de la Madeleine. Et pendant ces 6 mois, on a récupéré 1,2 tonne de déchets organiques. Donc ça, la spécialiste du compost, voilà. Et voilà, ça a été une belle expérience. On a rencontré, il y avait 50 familles. C'était vraiment des belles rencontres. Donc le projet continue avec d'autres personnes qui le gèrent en tant que référent. Mais ça nous a permis de faire de belles rencontres et d'avoir des bénévoles qui sont venus, des adhérents qui nous ont rejoints parce qu'effectivement, quand on était sur le composteur, bah, on avait le temps de discuter. Donc, c'était toujours le lien social qui est au cœur de nos actions. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez autour d'un composteur. On papote et c'est cool. Il se passe plein de choses autour des composteurs, effectivement. Ouais. Je confirme. Merci Catherine. Alors, on va passer aux récoupettes maintenant, Laetitia, si tu nous rejoins. Les récoupettes, Laetitia vous dira tout à leur sujet, mais moi, pour les avoir croisés sur plein d'événements, je trouve que c'est vraiment un univers à part que vous avez su créer. Quand on vous voit, on sait que c'est les récoupettes. C'est joyeux, c'est coloré. Les gens ont l'air de s'amuser autour des machines à coudre et franchement, ça donne envie de pousser la porte de la ressourcerie très bien. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce qu'on avait envie de créer, donc c'est très bien. En fait, oui, du coup, on s'est créé en fin 2018. Et en fait, la première idée, c'était de collecter les ressources liées aux arts du fil pour les réutiliser. Du coup, la ressourcerie, pour nous, c'est notre base, c'est notre dictionnaire, c'est notre planche de travail. Et à partir de cette ressourcerie, on a développé des actions. Donc, la première des actions, ça a été la transformation. Du coup, il y a des bénévoles qui viennent pour apprendre à coudre ou apprendre à tricoter et on les initie, on les fait monter en compétences dans ce qu'elles souhaitent pour ensuite alimenter l'espace boutique. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est fait connaître avec cet espace boutique, avec 3 domaines, hein, la maison zéro déchet, l'enfance, la puériculture d'inspiration Montessori et les bijoux. Aujourd'hui, il y a un quatrième domaine qui s'est rajouté, c'est l'upcycling textile, parce qu'on récupérait beaucoup de pièces vestimentaires qui avaient encore leur possibilité d'être portées. Donc, on s'est tourné vers cette exploitation-là. Le deuxième axe, ça a été la transmission. Donc, les bénéfices de la boutique ont permis de développer des actions d'ateliers. Donc, on a pris notre premier local en mars 2019 à Oisem. Et on a pu mettre en place les ateliers et les cours, toujours dans les arts du fil, en tous. Et ensuite, de manière parallèle, on a commencé à se faire connaître pour sensibiliser des publics extérieurs, donc des collectivités, des écoles, des entreprises, des particuliers, sous toutes les formes. Voilà. Et du coup, 1 an plus tard, là, on vient de déménager, on a agrandi notre local parce que on a plus de 650 kilos de textiles qui ont été collectés en 1 an et demi. Pour le coup, j'ai tout chez moi, donc l'hippopotame, je le comprends très bien. Et donc, il fallait qu'on développe cet espace ressourcerie pour que ça circule plus. Et ça a été l'objet d'une campagne de financement participatif qui a été portée par la MEL. Et du coup, on a créé un nouveau lieu. Et du coup, maintenant, on est au centre-ville de Lille. Donc, on ramène le seconde main et les arts du fil dans le centre-ville.
C'est un vrai défi. Et voilà, du coup, tout est sur cette base de ressourcerie. Donc maintenant, les personnes peuvent venir aussi adhérer à l'association pour ensuite venir se doter en textile, en mercerie, en location de machines. Voilà, et du coup, les choses, elles se développent de plus en plus et on est en train de développer une branche pour accompagner les porteurs de projets en upcycling qui sont locaux pour l'instant. Et on a 6 adhérents au sein de l'association. Donc, on est ravis de développer cette branche supplémentaire. Donc, voilà. Super. Bah, plein de projets à venir alors. Ouais, plein. On a hâte de voir ça. Merci Laetitia. T'en prie. Alors maintenant qu'on a eu les pros, ça va être le moment de poser toutes vos questions. Alors je vois que ça s'active. Bon, alors c'est des questions techniques. On verra pour envoyer le PowerPoint. Et puis la visioconférence est enregistrée effectivement. On n'est pas encore tout à fait sûr des modalités de replay, mais en tout cas on l'enregistre. Voilà. Alors Catherine et Laetitia, je vous propose de peut-être allumer vos webcams pour les questions. Les participants, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou éventuellement prendre la parole et rallumer votre micro. On n'est pas très nombreux, donc ça devrait bien se passer. Si vous voulez. Et moi, Catherine, c'est vrai que tu m'as un petit peu spoilé, mais c'est vrai que j'avais envie quand même de vous demander les choses les plus surprenantes que vous avez vues passer entre vos mains, Laetitia et Catherine, en récupération. Et bon, j'ai bien compris que le grille-pain, Catherine, ce n'était pas forcément votre objet préféré. Alors, au niveau du Repair Café, oui, les grille-pains, c'est en général assez compliqué parce qu'il y a un petit fil tout fin qui est très... Enfin, quand il est cassé, voilà, c'est quasiment impossible à réparer. Enfin, c'est pas... Pour l'instant, on n'a pas réussi, mais il y a peut-être des Repair Café plus aguerris que nous qui y arrivent. Et sinon, au niveau de la ressourcerie, on voyait régulièrement passer des objets sur lesquels on faisait un appel au peuple, c'est-à-dire qu'on demandait la signification, enfin l'explication, parce que quand les gens, pendant le confinement, déposaient les objets, on était obligé de respecter une quarantaine. Et du coup, quand on vidait les cartons, on ne savait pas qui nous l'avait donné. Donc, on était incapable de poser la question à la personne concernée en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Et donc, quelquefois, on a eu notamment... j'ai plus la photo, mais un set assez étrange avec un couteau très pointu et une petite cuillère incurvée. Et on pense que c'était un kit pour ouvrir les citrouilles à Halloween, par exemple. Voilà. Donc c'est aussi ça le réemploi, c'est qu'on trouve, il y a des objets complètement improbables qui sont disponibles dans des ressourceries, dans des endroits où on récupère, on transforme. Donc, oui, au niveau des objets étranges, on a une lampe aussi en vessie de chameau, qui était c'est une très jolie lampe avec comment dire, la peau était tannée, et il y avait beaucoup de couleurs qui étaient peintes à la main sur le corps de la lampe et sur l'abat-jour. Et c'était une région d'Inde, je crois, parce qu'on avait fait des recherches pour voir d'où ça venait, et c'était assez rigolo. Donc en plus, quand on achète des objets d'occasion, on a en plus la satisfaction d'avoir des choses qu'on est quelquefois seul à posséder, parce que c'est complètement improbable, et encore plus quand on l'a bricolé soi-même, qu'on l'a transformé soi-même. Et c'est vrai que on est un peu aussi sur le textile, mais beaucoup moins que les récoupettes, évidemment. Mais c'est vrai que la fierté de faire des réparations avec un habit qu'on aime bien, avec un tissu qui nous plaît particulièrement pour faire ne serait-ce qu'une reprise, ça n'a pas de prix, quoi. Enfin, à part un peu de temps qu'on va y passer. Mais la fierté, elle est incomparable. On est beaucoup plus fier que quand on est allé chez n'importe qui fabrique à Tataouine. Hein, on ne citera personne. Non, on ne citera pas de marque. Voilà. Pas sur ça. On met en valeur les initiatives qu'on a envie, mais on ne fait pas de la pub aux autres.
Laetitia, tu parlais de faire monter en compétence les personnes qui venaient en atelier, et du coup, la satisfaction de faire soi-même, tu le retrouves Ah bah nous, à l'atelier. c'est notre fer de lance. Nous, les bénévoles qui se lancent dans l'action avec les Récoupettes, c'est en fait la première chose qu'on leur demande, c'est qu'est-ce que vous avez envie. On les laisse vraiment libres de leur choix, du temps qu'elles veulent donner. Quand elles arrivent, elles choisissent les tissus qu'elles ont envie de traiter et de produire. Et c'est ça qui fait qu'elles se sentent reconnues, elles se sentent mises en valeur et ça leur donne du sens dans leur action. Donc voilà, il y a une belle équipe. Ouais. Et c'est chouette, c'est des rencontres. Et aujourd'hui, c'est un groupe qui est solidaire entre eux. Pendant les confinements, c'est un groupe voilà, qui vit, qui s'entraide. Moi, j'ai plus besoin d'animer quoi que ce soit. Elles sont autonomes et ça, c'est chouette. Et puis après, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent à s'intégrer. Donc, je pense que le fait de laisser les gens libres d'être bénévoles ou pas fait que ça tient. Et en fait, pour nous, ce qui est important, c'était de créer un nous fort, parce qu'on réfléchit beaucoup en intelligence collective. Et je pense que voilà, elle s'identifie beaucoup au projet du fait qu'elles se sentent libres d'être accueillies. Voilà. Ouais. C'est leur projet aussi, c'est pas le projet des Récoupettes, c'est leur projet à elles aussi, quoi. Oui, carrément. Ouais, c'est génial. Alors, on a une question de Anne-Karine, je pense, si j'identifie bien le pseudo. Oui, c'est ça. Bonsoir Alice. Bonsoir. Déjà, merci à toutes les trois pour vos présentations. C'était très intéressant et très enrichissant. Moi, voilà, sur la démarche, je pense que je n'étais pas la seule, mais c'est ce confinement qui m'a fait vraiment m'interroger. J'avais déjà une démarche écolo, zéro déchet, mais c'est vrai que là, voilà, pendant le confinement, ça m'a permis de me poser des tas de questions. J'ai acheté 0 textile depuis les soldes de janvier. Ça va faire bientôt 1 an. Voilà. Et par contre, tout ce qui est sur ressourcerie, moi, je dépose mes vêtements que je n'utilisais plus au relais, par exemple. Mais je me suis toujours dit, est-ce que c'est recyclé? Qu'est-ce qu'ils en font? Si c'est abîmé? J'avoue que j'ai du mal à retrouver des infos. J'ai cherché pendant un bon bout de temps où est-ce que je pouvais donner des vêtements qui sont abîmés, mais qui pouvaient être recyclés ou pour lesquels on pouvait faire quelque chose. Et je trouve que c'est pas forcément facile de trouver l'info. Est-ce que vous, par exemple, si on donne des textiles, on est sûr que c'est vous qui les récupérez, ou quand on dépose un objet dans une ressourcerie, on ne sait pas s'il est à peu près potable, il sera donné, revendu, ou si quelqu'un derrière va le réparer, qu'il aura une seconde vie. Voilà, l'info est quand même assez compliquée quand on démarre. Est-ce que vous, par exemple, si demain je veux vous ramener du textile, ou bon, pas mon grille-pain, j'ai bien compris, mais autre chose, à qui, comment je fais, où je le dépose, à qui, voilà. Je ne sais pas si ma question est claire, mais merci. Ouais. Moi, je peux répondre parce que déjà, en ce qui nous concerne, nous, la Petite Madeleine, on n'a plus de local en ce moment. Donc on récupère plus trop, à part les ordinateurs pour les faire réparer. Mais là, les bénévoles les réparent chez eux. Mais on ne peut plus stocker quoi que ce soit puisqu'on n'a plus de magasin de vente d'objets. Mais par contre, pour ce qui est des ressourceries, effectivement, quand vous déposez des objets, après, ça peut varier selon les ressourceries, mais en général, même un objet un peu abîmé, la ressourcerie peut, si elle a les ressources pour le réparer et lui donner une deuxième vie, peut le prendre pour le remettre en rayon après une opération de plus ou moins grosse intensité, on va dire, ou le transformer. Alors après, vous avez des ressourceries qui sont spécialisées dans l'upcycling et la transformation des objets. Et donc, elles, effectivement, si les objets sont cassés ou en mauvais état, ce n'est pas un problème. Après, il y a des ressourceries qui mettent des freins sur la réparation d'objets à réparer parce qu'elles n'ont pas les ressources ou elles ont trop de choses abîmées.
Après, pour les textiles, nous, on avait des bennes du relais. C'est vrai que le relais, c'est un super acteur d'économie sociale et solidaire en France. Il faut savoir que tout ce que vous donnez en termes de textile au relais, il y a une partie, la partie exploitable des habits va partir dans les boutiques Dingue Fringues. Et ce qui est trop abîmé peut partir. Enfin, les jeans, ils vont faire des matériaux d'isolation qui s'appelle le métis. Après, vous avez une petite partie aussi qui part dans les pays. Avant, on disait en voie de développement, mais maintenant, on ne dit plus ça. Sauf qu'aujourd'hui, ils ferment leurs frontières parce qu'eux aussi, ils ont la fast fashion, donc ils sont de moins en moins intéressés par ce qu'envoyait le relais avant. Donc, le modèle économique du recyclage textile, il devient un peu compliqué. Donc, le mieux, c'est d'acheter moins, en fait, et d'avoir une certaine sobriété au niveau de l'achat. Mais après, peut-être que Laetitia est intéressée par des textiles. Je te laisse la parole. Oui, du coup, en effet, nous, le textile, en fait, vous pouvez nous le déposer sans faire de tri auparavant. C'est nous qui nous occupons de le réaliser. On a une grosse partie des matières qui, du coup, arrivent en ressourcerie ensuite. En ce qui concerne les vêtements abîmés, on a plusieurs options. Soit il est encore réparable et du coup, pour nous, c'est une ressource pour que les gens apprennent à le réparer eux-mêmes, soit à travers des ateliers retouches, soit auprès des bénévoles qui veulent apprendre à le faire. Et du coup, ça repart dans notre espace boutique ensuite. Ensuite, on a une action de transformation. Donc, par exemple, sur des t-shirts, on réalise voilà, les tawashi de cette façon-là. Donc, nous, on les tricote. Donc, on les coupe en lanières qui créent une pelote de fil. Et ensuite, on les tricote pour les transformer en éponge. Sur les chemises, on récupère les manches de chemise pour en faire un sac à baguettes, tout simplement, qui est revendu en boutique. Sur les jeans, en fait, une partie des jeans, on a des upcycleuses qui récupèrent cette matière pour les transformer. Donc, il y en a une qui fait ça pour faire des nounours, d'autres pour faire des panières, d'autres pour faire des cache-pots, d'autres pour faire des sacs à main. Donc, en fait, nous, on essaye vraiment de trouver, de rassembler en fait tous les acteurs de l'upcycling pour que toute la matière que vous nous déposez puisse trouver un nouvel acquéreur. Donc, et vraiment, en dernier cas, quand on ne trouve pas et que ce n'est pas du tout réutilisé, ou trop abîmé, du coup on dépose au relais qui transforme derrière. Mais il y a énormément d'initiatives qui arrivent sur le marché et qui valent le coup d'être écoutées. Donc le relais aussi, c'est aussi un sourcing pour ces futurs entrepreneurs. Donc c'est important aussi de les faire fonctionner là-dessus. Il y a de la brique d'isolation que citait tout à l'heure Catherine, mais c'est en train de se développer avec d'autres matières. Donc, moi, je pense que l'avenir, il est vraiment là-dedans, qu'il faut continuer à réfléchir et à trouver les accès. Je pense qu'il y a la fibre du tri qui vous permet aussi d'accéder aux noms et aux structures auxquelles vous pouvez déposer toutes vos matières. Voilà. Sur le site de la fibre du tri, il y a une carte avec les points où on peut déposer ses vêtements. Mais donc, on voit que en fait, on peut faire plein de choses avec nos vêtements qu'on ne porte plus. Des fois, on y pense et puis des fois, on n'y pense pas. Alors, on avait une question dans le chat sur les téléphones cassés qui s'entassent chez nous. C'est vrai que ça, c'est avec l'obsolescence programmée et les téléphones qui durent de moins en moins longtemps, on est assez nombreux à se retrouver avec des téléphones assez vite hors d'usage. Je suis dans le cas, j'ai cassé mon téléphone la semaine dernière, par exemple, donc je suis encore en recherche de solutions. Alors, c'est vrai que la récupération des téléphones, si on n'envisage pas soi-même de le faire réparer pour continuer à l'utiliser nous-mêmes, il y a des structures qui les récupèrent et qui s'occupent de les réparer et de les revaloriser d'une autre manière. Typiquement, c'est le genre de questions, vous me complétez, surtout Catherine, sur des Repair Café. Parfois, les bénévoles de Repair Café sur des réparations très techniques et où il faut des pièces de rechange, les téléphones, ça peut être un petit peu compliqué à réparer.
Donc, ça peut être plus simple de l'envoyer, d'en faire don à une structure qui le remettra en service et qui en fera profiter d'autres personnes. Mais chez Zero Waste Lille, on a déjà eu l'occasion de récupérer des téléphones hors d'usage pour les envoyer à une structure qui fait partie d'Emmaüs, qui est les ateliers du bocage, qui revalorise les anciens téléphones. Voilà, et oui, on a aussi des téléphones qui sont en très bon état physique, mais qui n'acceptent plus les mises à jour. Et ça, c'est toute la question de l'obsolescence programmée, et de comment on nous conditionne à changer en permanence d'équipements électroniques. Donc, il faut faire... il y a des choses qui se mettent en place, qui vont, la législation qui va un peu changer dans les prochaines années. Donc, on va dans le bon sens sur ces questions-là, mais ce n'est pas encore au point. Catherine, je ne sais pas si tu peux compléter sur les téléphones cassés, ce qu'on peut en faire. Les téléphones, c'est compliqué. On en a eu quelques fois au Hypercafé. En fait, le problème, c'est qu'il faut acheter la pièce et revenir la fois d'après, quoi. Déjà, il faut trouver ce qui va pas. Quand c'est un problème d'obsolescence, effectivement, quand il est trop ancien, qu'il ne peut plus accepter des mises à jour, là, c'est compliqué. On n'a pas été confronté à ce cas-là au niveau des Hypercafés. Après, je sais qu'il y a de plus en plus de petites structures qui se montent quelquefois dans les centres commerciaux, et elles n'ont pas forcément toutes le même niveau de compétences, mais après, je pense qu'il faut pas hésiter. Autour de soi, quelquefois, on a des gens qui sont super dégourdis. On trouve quasiment toutes les pièces de rechange sur Internet, en fait. Bon, là, c'est des pièces neuves sur les téléphones, mais, Oui. mais voilà, si ça peut permettre d'éviter d'acheter un téléphone, c'est un moindre mal, on va dire. C'est ça, effectivement, il y a beaucoup maintenant de petites entreprises qui font de la réparation d'appareils électroniques. Sur la question de l'obsolescence du logiciel interne, il y a aussi des structures qui permettent de passer au libre. En fait, il y a des solutions type Linux, etc., et qui permettent de s'affranchir des mises à jour reprogrammées, de sortir un petit peu du modèle Google, Apple, Amazon et compagnie. Après, c'est une autre manière de faire, et clairement, il y a un monopole des grandes multinationales américaines, ce qui fait qu'on n'a pas tous l'habitude de naviguer avec ces solutions libres, mais en tout cas, c'est des choses qui sont faisables, et il y a des structures dans la région qui le proposent. Alors, Anne-Karine, si tu veux poser ta question. Oui, c'était justement un peu rebondir là-dessus. Alors, j'ai bien compris que le mieux, c'est de ne pas acheter, mais si jamais on devait acheter, ou même acheter d'occasion, est-ce qu'aujourd'hui, on a des applications ou des assos qui peuvent nous dire privilégier telle marque parce que celle-ci, on la répare plus facilement, on trouvera les pièces détachées. Voilà. Est-ce que ça, vous savez si ça existe ou pas? Parce que dans les comparateurs, on va trouver des prix, des qualités techniques, mais pas forcément sur le cycle de vie ou des objets. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'analyse du cycle de vie, c'est pas forcément évident de trouver l'info, mais vous avez quand même de plus en plus, les distributeurs font quand même de plus en plus d'efforts sur une signalétique en magasin, et si c'est pas en magasin, c'est sur une page dédiée, sur par exemple la possibilité de mettre à disposition des pièces de rechange, déjà, de savoir où c'est fabriqué, et bon, c'est souvent en Chine, hein, mais quand même, de temps en temps, il y a des relocalisations pour certains types de matériel. Et le fait de savoir déjà s'il y a des pièces de rechange et pendant combien de temps, c'est déjà un indicateur. Il y a bien sûr le score, si c'est de l'électroménager, il y a le score de la consommation qui peut être aussi un bon indice sur est-ce que c'est un bon achat ou pas. Et c'est vrai que si on doit acheter, autant se poser la question de je fais un achat qui va durer, donc je prends des informations. C'est vrai que c'est compliqué de donner des notes. Après, il y a des lobbies aussi, mais c'est vrai qu'il faut être un peu curieux pour aller chercher l'info. Par exemple, si c'est pour un téléphone, sans hésiter, là on sait, il faut acheter un Fairphone plutôt qu'un Apple, ça c'est sûr. C'est ça. Parce que le Fairphone, il se démonte entièrement. Vous pouvez racheter toutes les pièces qui sont abîmées.
Voilà. Donc ça, on sait, mais c'est vrai qu'il y a plein d'objets sur lesquels c'est très, très compliqué. Je ne sais pas si vous aviez un objet en tête. Mais il ne faut pas hésiter à vous rapprocher des Repair Café si vous avez un objet à réparer, en tout cas. Vous avez l'adresse repaircafé.ovh qui va vous donner toutes les réunions de Repair Café sur la métropole. Bon, en ce moment, avec le confinement, c'est compliqué. On ne sait pas trop quand est-ce que ça va reprendre. Il y en a qui font des réparations par visioconférence. Nous, on ne fait pas ça à la Madeleine. On attend que les conditions sanitaires soient plus favorables pour recommencer. Mais n'hésitez pas à aller voir sur le site des Repair Café parce qu'il y a des vidéos pour aider à réparer. Il y a des tas d'astuces. Voilà. Moi, je compléterais juste, Catherine, sur ce que tu disais, c'est qu'il y avait une législation qui est passée, ça va se mettre en place d'ici quelques années, sur un indice de réparabilité des appareils électroniques, et ça permettra justement, quand on doit se retrouver à acheter un objet neuf, d'avoir une idée de la possibilité ou non de le réparer s'il tombe en panne, par exemple la mise à disposition des pièces de rechange par les fabricants, si il est démontable ou pas, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'appareils qu'on ne peut pas démonter facilement. Voilà, donc il y a des choses qui vont dans le bon sens. Mais effectivement, l'électronique, ça reste un petit peu technique et si on ne se sent pas de le faire, il faut se rapprocher de gens qui savent. Et donc, les Repair Café, c'est une bonne porte d'entrée pour au moins faire un diagnostic et savoir ce qu'il faut changer dans cet appareil qui ne veut plus s'allumer. 2021, alors l'avis de réparabilité, c'est confirmé. Ben, j'ai entendu ça récemment, oui. D'accord. Bon, ça, c'est champagne. Oui, après, il faut le temps que ça se mette en place. Ouais. Mais c'est un peu en avant. Je remonte les questions. On avait une question au début de la conférence qu'on n'a pas traitée. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on s'arrêtera là. Et peut-être que Laetitia aura plus d'infos que moi à ce sujet, mais dans la présentation, j'ai parlé du rapport entre le prix de vente d'un vêtement et le prix qui est payé à l'ouvrier. Et en fait, on demandait est-ce qu'on sait un peu la proportion entre la proportion du prix auquel ce vêtement est vendu, mais connaît-on la proportion de la distribution sur d'autres salariés, le vendeur, le chef de l'entreprise, le designer, le DRH? Est-ce qu'on a des là-dessus? Je suis une très mauvaise élève sur ce sujet parce que moi, je fais du seconde main depuis trop longtemps. Et du coup, non, j'en sais rien du tout. Et en tout cas, je ne pense pas que les chiffres soient très valorisants. Oui, je pense qu'ils ne sont pas très mis en valeur non plus par... Je pense que question de distribution et en fait, plus on monte dans la hiérarchie, dans la pyramide hiérarchique d'une entreprise, au plus les gens se servent économiquement et que, en effet, les ouvriers sont certainement les moins bien payés. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le chiffre à retenir parce que c'est eux qui sont au bas de la chaîne, le premier maillon de la chaîne. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir du côté des entreprises, soit d'utilité sociale, soit qui se sont montées en coopérative. Comment est-ce qu'ils rémunèrent leurs ouvriers de confection, sur quelle échelle ils distribuent en fait les bénéfices et quel est leur modèle économique par rapport à ça. Oui, ce serait intéressant. Mais ça, typiquement, c'est des chiffres qui ne vont pas du tout être mis en avant par des marques de fast fashion. Et il faut un peu creuser pour aller les trouver. Donc, on ne les a pas sous la main. Mais c'est une question qui est intéressante et effectivement, de se rendre compte où va l'argent quand on le dépense en tant que consommateur, c'est toujours intéressant. Voilà. Et alors, est-ce qu'on a peut-être une dernière question pour la conférence? Mais on a déjà des personnes qui nous remercient et nous signalent qu'elles se déconnectent. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là avec seulement 10 minutes de retard sur la fin. Donc, un grand merci à toutes les participantes et puis à Laetitia et Catherine pour votre participation. Merci à Zero Waste France aussi qui nous a fourni pas mal de contenu pour la conférence. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion très vite de se revoir en vrai pour des événements ou en visio. En vrai. Voilà. Et on boira une bière. C'est ça.
On voit rien. Vous pouvez boire une bière chez vous, je ne vois rien. Voilà, et tout le monde dit merci dans le chat. Donc voilà, et bien merci à tous. Carolina, je te fais coucou pour dire que tu peux arrêter d'enregistrer. Et puis je vous dis à très bientôt à toutes. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.